À la somptueuse fête de ma sœur, mes propres parents m'ont qualifié d'inutile et ont demandé à la sécurité de me jeter dehors comme une étrangère. Je suis restée silencieuse. Mais cette nuit-là, j'ai gelé tous les comptes, annulé leur voyage et vendu ma part de 19 millions d'euros. Quelques minutes plus tard, 96 appels ont afflué. Bonjour. Je m'appelle Isoria. À la fête étincelante de ma sœur, ma propre mère m'a qualifié d'inutile. Et mon père a ordonné à la sécurité de me traîner dehors comme une étrangère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis rentré chez moi, j'ai gelé tous les comptes, annulé leur voyage et vendu ma part de 19 millions d'euros sous leur nez. Quelques minutes plus tard, 96 appels ont illuminé mon téléphone. Mais aucun d'eux n'a dit la seule chose que j'avais voulu entendre toute ma vie. Avant de plonger dans cette histoire, quelle heure est-il là où vous êtes et d'où m'écoutez-vous? Dites-le dans les commentaires. Je veux le savoir. La file des voituriers s'enroulait le long du portique comme un ruban de chrome et de parfum. J'ai avancé ma voiture et remis les clés, essayant de ne pas remarquer la façon dont le préposé a vérifié la marque et le modèle avant de regarder mon visage. À l'intérieur, la salle de bal n'était que feuilles d'or et lustres. Un quatuor dans le coin jouait quelque chose d'élégant pendant que les serveurs passaient avec des flûtes à champagne. C'était le genre de pièce qui vous dit qui a sa place avant même que quiconque ne prononce un mot. J'ai lissé la jupe de ma robe bleu marine et je suis entré. Des cousins, qui ne m'avaient pas appelé depuis des années, se sont soudainement souvenus de la façon de regarder à travers moi. Une grand-tante a penché la tête comme si elle essayait de me replacer depuis un album de lycée. Les amis de ma sœur, de l'argent nouveau enveloppé dans des couleurs de vieil argent, se sont regroupés près de la scène, échangeant des compliments assez forts pour être entendus. Isoria, a dit ma mère en arrivant avec un sourire qui s'arrêtait à ses dents. Ses perles étaient plus grosses que dans mes souvenirs. Ses yeux ont balayé ma robe, mes chaussures, mes cheveux. Tu es venu. Oui, ai-je répondu. Joyeux anniversaire à Valyria. Elle a pris mon coude, me dirigeant avec deux doigts comme si j'étais un caddie. Essaie juste de ne pas attirer l'attention sur toi ce soir. Je suis ici pour la célébrer, ai-je dit. C'était vrai. Je n'étais jamais venu pour allumer un incendie. J'étais venu pour voir s'il restait quelque chose à sauver. Les lumières de la scène ont changé. Un diaporama des victoires de Valyria a illuminé le mur du fond. Des couvertures de magazines, des inaugurations, des galas de charité où je me tenais deux rangées derrière en tenant des manteaux et des sacs à main. Les gens ont applaudi comme s'ils étaient à l'église. J'ai attendu que ma sœur regarde dans ma direction. Elle ne l'a pas fait. Je me suis quand même avancé vers elle. Des pas polis, un verre à la main, prête à lui souhaiter un joyeux anniversaire et à rentrer chez moi. C'était le plan. Faire court. Faire propre. Ma mère s'est interposée entre nous si doucement que j'ai presque ri. Tu es inutile, Isoria, a-t-elle dit, la voix plaisante et posée de manière à ce que les tables les plus proches entendent. Reste juste dans le coin et ne nous fais pas honte. Cela a atterri comme une gifle. Quelqu'un a inspiré. Quelqu'un d'autre a posé un verre trop fort. Un cousin a fixé son téléphone comme s'il y avait une nouvelle de dernière minute dans l'application météo. J'ai gardé mon sourire tel quel et j'ai senti la pochette mordre dans ma paume. Je suis venu lui souhaiter mes vœux, ai-je dit doucement. Les sourcils de ma mère se sont levés. Sois gentil et ne fais pas de scène. Nous savons tous que c'est difficile pour toi. Difficile? J'ai ravalé le mot avant qu'il ne puisse se loger de façon permanente. Une image d'une autre année a traversé mon esprit. Une autre scène, un autre discours, la même disposition de personnes applaudissant l'idée de la famille tout en ignorant son corps. À l'époque, je m'étais dit que la patience changerait quelque chose. Ce soir, la patience ressemblait à une corde. Valyria s'est retournée, des paillettes sur les paupières, le genre de sourire que les gens pratiquent devant les miroirs. « Maman, est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé en se détournant déjà. « Tout va bien » a dit ma mère sans me quitter des yeux. Ensuite, elle a levé une main, tel un chef d'orchestre renvoyant une section, et mon père a levé les yeux de la table d'honneur. Il ne s'est pas donné la peine de sourire. Il n'a pas marché vers nous. Il a juste plié un doigt vers un agent de sécurité et a dit de cette voix qu'il utilisait lors des réunions du conseil d'administration, « Elle n'est pas la bienvenue ici. Escortez-la dehors. » Un silence a suivi les mots comme une ombre.
Le quatuor a continué à jouer parce que c'est ce que font les professionnels. Les invités ont tourné leur corps pour pouvoir faire semblant de regarder ailleurs tout en profitant du spectacle. L'agent de sécurité est arrivé, respectueux, désolé, ferme. « Madame, a-t-il murmuré, voulez-vous venir avec moi ?» J'aurais pu demander pourquoi. J'aurais pu expliquer. J'aurais pu pointer du doigt les chèques que j'avais signés, les nuits où j'avais géré la paix pour que les lumières restent allumées. Au lieu de cela, j'ai regardé mon père de l'autre côté de la pièce. Il n'a pas scié. J'ai laissé ma mâchoire s'adoucir en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire, petit et privé, et j'ai hoché la tête vers le garde. « C'est bon, ai-je dit. Je pars. » Mes talons ont claqué sur le marbre pendant que nous traversions ce désert étincelant. À mi-chemin des portes, j'ai posé mon champagne intact sur un plateau. Le serveur a tressailli comme si la coupe allait exploser. Derrière moi, quelqu'un a chuchoté, « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Quelqu'un d'autre a dit, « Tu sais comment elle est. » C'était toujours plus facile de combler les blancs avec la pire histoire. Dehors, l'air était plus frais. Honnête. Le voiturier a couru pour aller chercher ma voiture. La fontaine dans l'allée projetait des diamants. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, j'ai fermé la porte et j'ai laissé le silence poser ses mains sur mes épaules. Il m'a maintenu là assez longtemps pour entendre ma propre respiration se stabiliser. Sur le tableau de bord, l'horloge a dépassé 9.00. Si je rentrais directement chez moi, je pourrais encore lancer une machine à laver et faire comme si c'était une nuit normale. Mes doigts ne se sont pas dirigés vers le contact. Ils ont cherché mon téléphone, pas pour appeler qui que ce soit, pas pour me défendre ou demander une explication. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai regardé les chiffres s'afficher. Les comptes conjoints que j'avais acceptés autrefois par commodité. Les itinéraires de voyage réservés avec ma carte parce que je récupérais les points. Les dossiers de contrats liés à mon adresse électronique parce que c'était plus facile si je m'en occupais. Le registre d'une décennie d'utilité. J'ai fait défiler la Grèce en juin, Napa le mois prochain, une suite d'hôtels à New York qui coûtait plus cher pour un week-end que ce que certaines personnes gagnent en un mois. La croisière de ma sœur. Le voyage d'anniversaire de mes parents. Une réservation permanente dans un restaurant qui prétend avoir un code vestimentaire jusqu'à ce qu'il voie votre nom de famille. Mon pouce a plané. C'est donc à cela, ai-je pensé, qu'ils estiment que je sers. De l'argent discret, un moteur invisible, une veine ouverte. Si j'étais vraiment inutile, je ne serais pas celle qui détient les clés. Je me suis connecté au portail de courtage et j'ai regardé le bloc d'actions qui n'avait jamais été un cadeau, peu importe combien de fois il l'appelait ainsi. 19 millions d'euros liés à un nom de famille qui avait appris à vivre du mien. Je n'ai pas appuyé sur vendre. Pas encore. Je voulais d'abord ressentir la forme de la décision. Le voiturier a frappé légèrement à la vitre pour demander si j'avais besoin d'indications. Je lui ai fait signe que non, j'ai démarré la voiture et je me suis engagé dans la rue. La ville a défilé, des néons et des feux de freinage, et un couple promenant un Golden Retriever qui n'arrêtait pas de se retourner pour lécher leurs mains. À un feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Le mascara tenait, les épaules étaient droites. Ma voix était ferme quand je l'ai testé sur un mot qui ne m'appartenait pas encore. Assez. À la maison, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai posé ma pochette sur le comptoir et j'ai placé le téléphone à côté, face vers le bas. La pièce a retenu son souffle avec moi. Quand j'ai repris le téléphone, ce n'était pas pour supplier ou me justifier. C'était pour aligner les dominos. Les comptes, les itinéraires, la part. S'ils me considèrent comme inutile, alors ce que je retire ne leur manquera pas. C'est à ce moment-là que j'ai fait le premier pas, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Au moment où je me suis garé dans mon parking, les lumières de la ville avaient pris ce scintillement brumeux de fin de soirée. Je suis sorti de ma voiture, portant toujours la robe en satin de la fête de ma sœur, mes talons claquant contre le béton. Le son résonnait, aigu, vide, comme le silence qu'on m'avait accordé à cette table de dîner. Je suis entré dans mon appartement, un espace propre et ouvert avec des murs de verre encadrant l'horizon de la ville. J'ai laissé tomber ma pochette sur le comptoir de la cuisine et j'ai glissé mes pieds hors de mes talons, les laissant près de la porte. Dès que j'ai retiré mon manteau, la chaleur du foyer s'est installée autour de moi. Mais il n'y avait aucun réconfort là-dedans. Juste de la concentration.
Je me suis dirigé vers la table de la salle à manger où attendait la sacoche de mon ordinateur portable. Mes doigts ont effleuré la fermeture éclair, et pendant une seconde, je suis resté là à écouter le bourdonnement de la ville à l'extérieur. S'ils pensaient que cette nuit m'avait laissé impuissante, ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. Le grincement de la fermeture éclair a rompu le silence. J'ai ouvert l'ordinateur portable, sa lueur éclairant mon visage. Aucune hésitation, juste un clic calme et délibéré à travers la connexion. J'ai navigué vers la plateforme d'investissement conjointe, celle sur laquelle mes parents s'étaient appuyés pendant des années sans penser à qui rendait cet argent possible. Un par un, j'ai gelé tous les comptes auxquels ils avaient accès. Le système a émis un signal sonore de confirmation. Chaque clic donnait l'impression de sceller une autre porte dont ils avaient tenu pour acquis qu'elle serait toujours ouverte. Ensuite, je suis passé aux réservations de voyage. La vallée de Napa pour mes parents, une croisière de 2 semaines en Méditerranée pour ma sœur. Avec quelques frappes sur le clavier, chaque voyage a disparu. Un léger sourire a étiré mes lèvres. Ils n'avaient aucune idée que la fille ingrate qu'ils venaient d'humilier était aussi l'actionnaire majoritaire silencieuse de l'entreprise hôtelière familiale, la même entreprise qu'ils exhibaient comme leur héritage tout en profitant discrètement des profits que j'avais construits. Le curseur a clignoté sur mon écran suivant, le compte de courtage. J'ai tapé le numéro direct de mon courtier, calant le téléphone entre mon épaule et mon oreille. Il était tard, mais il a décroché, la voix endormie. J'ai besoin de lancer la vente de ma participation dans Merit Hospitality, ai-je dit, de manière ferme et claire. 19 millions €. Je veux que ce soit traité discrètement et immédiatement. Il a fait une pause. Isoria. Une fois que c'est vendu, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous êtes sûr? C'est bien le but, ai-je répondu en me versant un verre d'eau pendant qu'il confirmait l'ordre. Il n'y avait aucun tremblement dans ma voix, seulement le genre de certitude que vous ressentez quand vous avez déjà survécu au pire du manque de respect de quelqu'un. Pendant que la paperasse numérique avançait, je suis sorti sur le balcon. L'air hivernal mordait ma peau, la ville s'étalant sous moi comme une chose vivante. Quelque part là-bas, mes parents et ma sœur riaient probablement encore de la fête. Le genre de rire qui vient quand on croit que la personne qu'on vient d'écarter va l'accepter silencieusement. À l'intérieur, mon ordinateur portable a sonné. Vente confirmée. Le chiffre brillait sur l'écran comme une page blanche. Je l'ai fermé et mis de côté, mon téléphone s'illuminant presque instantanément. D'abord, quelques appels de numéros inconnus. Puis le nom de mon père est apparu, puis celui de ma tante, puis à nouveau celui de mon père. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, j'ai retourné le téléphone face vers le bas sur le comptoir, le laissant vibrer contre le granit pendant que j'attrapais une bouteille de vin. Le bouchon est sorti avec un léger pop. Je me suis versé un verre, je suis retourné sur le balcon et je me suis appuyé sur la balustrade. En bas, les phares bougeaient comme des veines de lumière à travers les rues de la ville. D'ici demain matin, ai-je murmuré à l'horizon. Ils comprendront le coup de m'avoir jeté dehors. Au lever du soleil, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, et les supplications ne faisaient que commencer. La lumière qui traversait mes fenêtres était chaude et dorée, coupant les comptoirs en marbre en bande. Mon appartement était silencieux à l'exception du faible sifflement de la machine à expresso. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine, ma robe de chambre nouée lâchement à la taille, une jambe croisée sur l'autre. Le téléphone, posé face vers le haut à côté de ma tasse de café, s'allumait toutes les quelques secondes comme s'il se battait pour attirer mon attention. 96 appels manqués. 12 heures. Le groupe de discussion familiale était un désordre. La moitié des messages suppliaient, l'autre moitié accusait. J'ai fait défiler lentement, laissant les mots frapper un par un. Ma chérie, nous pouvons en parler, a tapé ma tante Marie. La même femme qui m'avait dit un jour que j'étais trop froide pour être aimée un jour. Mon oncle, qui ne se souvenait jamais de mon anniversaire, m'appelait soudainement princesse. Puis sont venus les autres. Tu nous détruis. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Appelle-moi maintenant. J'ai pris une longue gorgée de café. L'amertume était parfaite. Au 5e appel de mon père, j'ai décidé de décrocher. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il aboyé, sautant toute forme de salutation. Son ton était sec, celui qu'il utilisait quand une affaire commerciale échouait. J'ai remué une cuillère de sucre dans ma tasse. J'ai repris ce qui m'appartenait.
Tu as ruiné le nom de la famille, a-t-il crié. Les fiançailles de ta sœur sont partout dans les pages mondaines et maintenant tu as saboté son avenir, pourquoi? Une petite vengeance. J'ai laissé le silence s'étirer, la cuillère reposant dans la tasse. Je pouvais entendre sa respiration, forte et irritée à l'autre bout. Tu n'as pas réfléchi à 2 fois avant de m'humilier en public, ai-je finalement dit. Pourquoi devrais-je réfléchir à 2 fois avant de dire la vérité? Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses, a-t-il dit, la voix montante. C'est drôle, ai-je dit doucement. Parce que ce que vous m'avez fait, ce n'est pas non plus comme ça que les familles gèrent les choses. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Je venais de poser le téléphone quand l'interphone a bourdonné. La voix du concierge a retenti, hésitante. Madame Mérite, vos parents sont dans le hall. Ils demandent à monter. J'ai regardé vers les portes de l'ascenseur dans le couloir, je les ai imaginés entrer dans mon espace comme s'ils en étaient les propriétaires. Pas aujourd'hui, Greg, ai-je dit, d'un ton calme. Dites-leur que je ne suis pas disponible. Il y a eu une pause. Compris. Le bourdonnement s'est coupé. Je suis resté là un moment, les mains enroulées autour de mon café, laissant la chaleur pénétrer dans mes paumes, et sans prévenir, un vieux souvenir s'est glissé. Moi à 19 ans, debout devant la maison de mes parents dans un fin pull en décembre, attendant que quelqu'un ouvre la porte. Ils organisaient un de leurs dîners exclusivement familiaux. Je pouvais voir la lumière du lustre se répandre dans l'allée, sentir le rôti à travers la porte. Ma mère l'avait ouverte juste assez pour me dire « Nous gardons cela privé ce soir ». Puis elle l'avait refermée. Le froid que j'avais ressenti cette nuit-là ne m'avait jamais vraiment quitté. J'ai fait demi-tour vers le comptoir, repoussant le souvenir. Mon ordinateur portable était toujours là depuis la nuit dernière. Je l'ai rouvert, mais cette fois je ne regardais pas les comptes ou les investissements. J'ai ouvert un document vierge, mes doigts stables sur les touches. La déclaration serait directe. Pas de langage fleuri, pas d'appel émotionnel, juste des faits. J'annonçais la vente de ma participation dans Merit Hospitality et ma séparation totale de l'entreprise familiale. Mon nom serait retiré de chaque contrat, de chaque registre public. La presse la recevrait avant midi. Il l'apprendrait de la même manière que j'avais appris les fiançailles de ma sœur, à travers un spectacle public, entouré de personnes n'ayant aucun moyen de cacher leur réaction. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 11:23. Assez de temps pour envoyer cela et me verser un autre café avant que le monde ne rattrape son retard. Au moment où ma déclaration est parvenue à la presse, l'image parfaite de mes parents commençait déjà à se fissurer. Donc, au moment où ma déclaration est parvenue à la presse, les premières fissures dans la façade parfaite de mes parents s'étendaient déjà dans toutes les directions. Je suis resté à l'îlot de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert devant moi. Les mots sur la page étaient délibérés, assez mesurés pour passer l'examen juridique, assez tranchants pour couper à travers n'importe quel récit brillant que ma famille avait jamais tissé. J'ai tapé lentement, faisant des pauses entre les phrases, laissant chacune porter son propre poids. Je vais vendre ma participation dans Merit Hospitality, évaluée à environ 19 millions €, en raison de différences éthiques irréconciliables. Je n'ai aucun autre commentaire pour le moment. Cette partie était propre, impersonnelle. Mais ensuite sont venues les lignes que mon père lirait 2 fois, peut-être 3 fois, en faisant semblant de ne pas en ressentir la piqûre. Je crois qu'une entreprise doit être gérée avec intégrité, transparence et respect pour tous les contributeurs, passés et présents. Toute déviation de ces principes érodera inévitablement la confiance. Pas une accusation, pas exactement. Mais nous savions tous les deux ce que je pointais du doigt. J'ai reculé, relisant le tout. Chaque mot semblait solide, comme si j'avais finalement cessé de les laisser diriger le récit. Je l'ai envoyé à mon avocate, Evelyne, pour une dernière lecture. L'attente a été courte. Sa réponse est arrivée moins de 10 minutes plus tard. C'est parfait. Aucun risque de responsabilité. Envoyez-le. Je n'ai pas hésité. J'ai sélectionné tous les médias de ma liste de contacts, les journaux économiques, les magazines de style de vie, et même quelques sites de potins qui prospéraient sur les querelles de famille de la haute société, et j'ai cliqué sur envoyer. Au moment où mon doigt a quitté le pavé tactile, un calme étrange m'a envahi. Puis est venu le bourdonnement, mon téléphone s'illuminant avec des alertes d'actualité avant même que je n'ai fermé l'onglet de messagerie. L'héritière Mérite quitte l'empire familial.
Isoria Mérite cite des différences éthiques dans une séparation choquante. Les gros titres se sont multipliés comme une traînée de poudre. Un gros titre en particulier m'a serré la poitrine. Pas par peur, mais par le souvenir vif qu'il a réveillé. Des sources affirment que la rupture a commencé à la fête de fiançailles de la sœur. En un instant, j'étais de retour dans cette salle de bal, l'air lourd de parfum et de champagne. La main de ma sœur passait dans le bras de notre père alors qu'il souriait pour les photographes. Le moment où la main de l'agent de sécurité s'est refermée sur mon coude. Par ici, madame. La bouffée de honte, les rires étouffés de ma propre mère, cela brûlait encore maintenant. J'ai laissé le souvenir me nourrir et le calme s'est transformé en quelque chose de plus tranchant. Des heures plus tard, l'effet d'entraînement atteignait déjà la porte d'entrée de mes parents. Le téléphone fixe de leur domaine sonnait encore et encore, chaque appel étant soit un journaliste cherchant un commentaire, soit un vieil ami demandant ce qui se passait. Des équipes de télévision bordaient la limite de leur pelouse entretenue. Je le savais parce qu'un de ses amis, plutôt un espion familial en réalité, m'avait envoyé une photo. Ma sœur, toujours stratège, a posté une photo d'elle tenant un verre de vin sur la véranda, avec la légende « La famille avant tout ». La section des commentaires s'est retournée contre elle en quelques minutes. C'est pour ça que vous avez humilié votre sœur, a écrit quelqu'un. Un autre, avant tout, sauf s'il y a de l'argent en jeu. Elle a essayé d'effacer les pires d'entre eux, mais les captures d'écran allaient plus vite que son bouton de suppression. Pendant ce temps, mon propre téléphone vibrait avec des messages de cousins et de cousins éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tu sais, je t'ai toujours soutenu. Je n'ai jamais été d'accord avec ce qu'ils t'ont fait. Les mêmes personnes qui étaient restées silencieuses à chaque affront se précipitaient maintenant pour réécrire leurs propres histoires. En milieu d'après-midi, la frénésie à l'extérieur de leur maison s'était calmée. Mais je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. J'ai apporté une tasse de thé à la fenêtre et je me suis installé dans le fauteuil, regardant le monde bouger dehors. Des joggeurs qui passaient, un livreur équilibrant deux boîtes, une femme promenant son chien dans un manteau rose. C'était une scène si ordinaire, presque surréaliste par rapport à la tempête que je venais de déclencher. C'est alors que mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, pas de nom, pas de photo, juste un numéro inconnu. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. J'ai fixé les mots pendant un long moment, la vapeur de montée remontant vers mon visage. Quiconque l'avait envoyé avait raison sur une chose. Ce n'était que le début. Et ce seul message a suffi pour que je réalise qu'il n'allait pas se battre à la loyale. 2 matins plus tard, j'en étais à la moitié de ma première tasse de café quand le concierge a sonné à mon appartement. Madame Mérite, il y a une livraison urgente pour vous de la part. Je pense que c'est un cabinet d'avocats. Sa pause en disait long. Quelques minutes plus tard, je me tenais sur le pas de ma porte avec une lourde enveloppe de couleur crème entre les mains, le genre avec un sceau en relief et beaucoup trop de poids pour de bonnes nouvelles. Mon nom était imprimé en parfaite lettre majuscule. L'adresse de l'expéditeur, les avocats de mes parents. Je l'ai emportée à l'intérieur, je l'ai posée sur le comptoir et je l'ai ouverte avec le même soin lent que j'aurais pu utiliser pour une lettre des services fiscaux. La première page était brutale. Avis d'intention d'engager des poursuites judiciaires. Apparemment, j'étais coupable de manquement à l'obligation fiduciaire, de diffamation et d'interférence intentionnelle avec des relations commerciales en cours. En termes clairs, il m'accusait de faire couler des contrats et de ruiner le non-mérite. J'ai lu tout le document sans scier, puis je l'ai posé à plat sur le marbre. Les bords se sont légèrement recroquevillés, comme si le papier lui-même n'avait pas le courage de me tenir tête. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un sourire a étiré le coin de ma bouche. J'attendais cela. En fin de matinée, j'étais assise à une table dans le coin tranquille d'un petit café avec Evelyne, mon avocate. L'endroit était calme, une musique douce en fond sonore, le genre d'endroit où les conversations sérieuses ressemblent moins à des plans de guerre. Elle portait son habituel tailleur gris anthracite et des lunettes, le genre de présence qui fait transpirer l'avocat de la partie adverse avant même qu'elle ne parle. Nous avons passé la lettre en revue ligne par ligne. Elle a entouré des phrases avec un stylo rouge, marmonnant dans sa barbe. Vague, inapplicable, sans fondement. Celle-ci est presque risible. J'ai fait glisser un dossier de l'autre côté de la table. Des contrats, des procès-verbaux de conseil d'administration, des lettres de démission, tout signé et daté. Tout a été fait dans les règles, ai-je dit.
Et j'ai des copies de sauvegarde à 3 endroits. Evelyne a feuilleté la pile, ses lèvres se pressant en une ligne fine et satisfaite. Vous vous êtes bien couverte. La plupart de tout cela, c'est du vent, mais... Elle a tapoté la table. Nous pourrions faire plus que simplement balayer cela d'un revers de main. C'est alors qu'elle a exposé son plan. Déposer une demande reconventionnelle pour renvoi abusif du conseil d'administration, traitement hostile et atteinte à la réputation. Il joue à ce jeu depuis des années, a-t-elle dit. La différence, c'est que maintenant, vous avez les traces écrites et le cran de riposter. Je n'ai même pas eu besoin d'y réfléchir. Faites-le et assurez-vous que notre réponse soit polie, mais assez tranchante pour qu'ils en sentent le bord quand ils la liront. Au moment où nous sommes sortis, le soleil de midi rebondissait sur les capots des voitures, et je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Pas parce que c'était fini, loin de là, mais parce que je savais que je ne faisais plus seulement réagir. J'avançais la première. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert mon compte social privé, celui avec un public sélectionné, des gens qui connaissaient la vérité ou qui avaient besoin de la connaître. J'ai tapé une phrase assez courte pour brûler sans révéler l'allumette. Quand vous jouez avec le feu, ne soyez pas surpris quand la fumée vous suit jusque chez vous. J'ai appuyé sur publier. La réaction a été instantanée. Des j'aime, des émojis choqués, des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Et puis ma sœur est intervenue, sa réponse dégoulinant de sucre. Certains d'entre nous savent comment garder les affaires de famille privées. Elle aurait tout aussi bien pu me remettre une autre pièce à conviction pour le tribunal. Chaque mot qu'elle tapait, chaque ton condescendant ne faisait qu'alimenter mon dossier. J'ai fermé l'application et posé mon téléphone face vers le bas, laissant les lumières de la ville briller contre la vitre. La guerre n'était pas seulement à venir. Elle était déjà là. Dès le lendemain matin, la fumée n'était pas seulement dans leur maison. Elle était partout aux informations. Dès le lendemain matin, mon téléphone avait l'air d'avoir traversé une tempête. Plus d'une centaine de messages non lus. Des dizaines d'appels manqués et des alertes d'actualité empilées les unes sur les autres. Je me suis glissé hors du lit, je me suis enveloppé dans un peignoir et j'ai marché jusqu'à la cuisine. L'odeur du café frais a rempli l'air pendant que je posais la tasse à côté de ma tablette. Un tapotement sur l'écran, et c'était là. Le nom de ma famille, mon visage et des gros titres qui auraient fait s'étouffer mes parents avec leur thé du matin. Tous les grands médias locaux en parlaient, et quelques blogs économiques nationaux l'avaient repris. La télévision dans le coin diffusait un segment des nouvelles du matin, et elle était là, ma mère, tenant son sac à main de créateur comme un bouclier tout en passant devant un groupe de journalistes à l'extérieur de son allée fermée. Aucun commentaire, a-t-elle dit, la voix brève, des lunettes de soleil cachant ses yeux. Elle a continué à avancer, mais pas assez vite pour éviter la suite. Est-il vrai que vous avez forcé votre fille à quitter l'entreprise? Ensuite, c'est ma sœur qui est apparue, parlant à une autre équipe de télévision à l'extérieur de ce qui ressemblait à la boutique d'un fleuriste. Tout cela n'est qu'un malentendu. Elle a souri pour ensuite trébucher sur ces mots suivants. Elle. Eh bien, elle a démissionné parce qu'elle voulait se concentrer sur d'autres choses, des passe-temps personnels. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Des passe-temps personnels. C'était ce qu'il pouvait trouver de mieux. Je suis resté assise là, à l'îlot de la cuisine, mangeant des toasts et prenant des notes mentales de chaque incohérence. S'ils ne pouvaient pas garder leurs histoires cohérentes au cours des premières 24 heures, les fissures allaient s'élargir rapidement. Vers 10.00, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Isoria Mérite, a demandé la voix. Oui. Ici Mark Leven de Business Ledger. Votre père vient d'être interrogé lors d'une conférence sur l'immobilier au sujet de vos affirmations. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Il a essayé d'en rire, mais quand on l'a pressé de questions, il a dit que vous étiez mal informé et que vous agissiez sous le coup de l'émotion. Puis, quand quelqu'un a posé des questions sur les rapports d'audit manquants, il a balbutié, a changé de sujet et a blâmé les conditions du marché. Ça fait des vagues. Je l'ai remercié pour l'appel, j'ai raccroché et, pour la première fois de la matinée, j'ai ressenti une vive secousse de satisfaction. Mon père était fier d'être inébranlable en public, et maintenant il pataugeait devant ses pairs. On s'en souviendrait. Peu de temps après, ma boîte de réception a commencé à s'illuminer de messages privés.
Un ancien membre du conseil d'administration, quelqu'un qui avait toujours gardé une distance prudente, a écrit « Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. J'ai vu des choses sur lesquelles je n'aurais pas dû garder le silence. Appelez-moi quand vous pourrez. » Un ancien contact du département financier a envoyé une feuille de calcul avec une courte note. Vous n'avez pas approuvé ces transactions, n'est-ce pas? Un seul coup d'œil et j'ai su que la moitié de ces accords avaient été conclus après que mon nom ait été effacé de la chaîne d'approbation interne. J'ai pris une lente inspiration, laissant les pièces se mettre en place. Je n'étais plus seulement en train de reconstituer ma sortie, mais le schéma de ce qui se passait bien avant mon départ. En fin d'après-midi, le soleil a décliné, rayonnant d'or sur les bâtiments par la fenêtre. C'est à ce moment-là qu'un email est arrivé d'une adresse que je ne connaissais pas. Frontlin Investigate. Il voulait que je m'assoie pour une interview officielle. Il promettait de l'équité, une chance de rétablir la vérité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai répondu avec une contre-offre. Rencontrez votre producteur d'abord. Pas de caméra, pas d'engagement. S'ils étaient sérieux, ils accepteraient. Dans l'heure, la réponse est arrivée. Nous organiserons cela demain après-midi. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis versé une autre tasse de café et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville bourdonner en bas. Le bruit à l'extérieur n'était rien comparé au bruit qui montait à l'intérieur de la façade soigneusement polie de ma famille, et j'avais la patience de le laisser se propager. Ce qu'ils m'ont montré lors de cette réunion a transformé mon plan silencieux en une guerre totale. Le lendemain après-midi, je suis entré dans le bourdonnement tranquille d'un restaurant huppé niché à l'écart de la rue animée. L'hôtesse m'a conduite vers une banquette d'angle près d'une haute fenêtre où le producteur de Frontlin Investigate m'attendait déjà. Il s'est levé à mon approche, offrant une poignée de main polie. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer » a-t-il dit en se glissant de nouveau sur son siège. Nous avons échangé quelques minutes de bavardage, de recommandations de menus, de météo, jusqu'à ce que le serveur passe pour prendre nos commandes. Ce n'est qu'alors qu'il s'est penché légèrement en avant, baissant la voix. « J'ai pensé que vous devriez voir cela avant que nous ne parlions de quoi que ce soit d'autre » a-t-il dit en plongeant la main dans sa sacoche. À l'intérieur, il a sorti une petite clé USB sans marque et l'a posée doucement sur la table entre nous. Je n'ai pas tendu la main. « Qu'est-ce qu'il y a dessus ?» Son regard s'est posé sur le serveur qui remplissait nos verres d'eau, puis est revenu sur moi. « Des documents internes. Quelqu'un dans le cercle de votre famille nous les a transmis. Il ne voulait pas être nommé, mais il voulait que vous les ayez. » Mes doigts me démangeaient de m'en emparer, mais j'ai gardé les mains croisées. Pourquoi moi? Parce que ce ne sont pas seulement des éléments pour faire une histoire, a-t-il dit. Ils semblent personnels, ciblés. J'ai hoché lentement la tête, glissant le lecteur dans mon sac sans changer d'expression. Je l'apprécie, ai-je dit, d'un ton égal, mais si je dois parler officiellement, je dois d'abord vérifier ce qu'il y a ici. Nous avons terminé le déjeuner sans revenir sur le sujet. Quand nous nous sommes séparés à l'extérieur, il m'a laissé avec un simple « Soyez prudente ». L'avertissement est resté dans mon esprit pendant que je conduisais pour rentrer chez moi. La soirée avait commencé à s'installer, le ciel était strié de rose pâle et d'or. Je me suis garé, je suis monté à mon appartement et j'ai fermé la porte à clé derrière moi. À l'intérieur, le silence semblait plus lourd que d'habitude. J'ai posé mon sac sur le comptoir, je me suis préparé une tasse de thé et j'ai porté mon ordinateur portable jusqu'au canapé. Quand j'ai finalement branché la clé USB, un dossier s'est ouvert. Des dizaines de sous-dossiers soigneusement étiquetés avec des dates et des sujets. Mon pouce est accéléré. J'ai cliqué sur l'un d'eux au hasard. Ils étaient là. Des relevés de virements bancaires entre les comptes de l'entreprise et des comptes personnels au nom de ma sœur. Des comptes rendus de réunions où mon nom avait été effacé de décisions clés auxquelles je savais avoir assisté. Et puis pire, des captures d'écran de SMS entre mes parents et ma sœur. Je me suis forcé à lire chacun d'eux, même si les mots me brûlaient. Ils plaisantaient sur le fait de la faire sortir avant qu'elle ne s'en rende compte. Ma sœur se vantait de la façon dont elle croirait tout ce que papa dirait. Ma mère répondait avec un émoji rieur et écrivait « Elle est trop confiante pour son propre bien ». Je me suis adossé, monté intact, laissant le poids de la situation s'installer. Les horodatage correspondaient parfaitement au mois précédant mon éviction. À 21:00, j'avais ouvert chaque dossier, chaque fichier. Le choc avait laissé place à quelque chose de plus vif,
une concentration claire et froide. J'ai sorti un bloc-notes du tiroir et j'ai commencé à lister les points clés, les disposant sur une chronologie, les transferts, les modifications de réunion, les communications privées, chacun était une pièce du schéma plus vaste. Quand j'ai eu terminé, j'ai numérisé les notes dans un dossier sécurisé, je l'ai crypté et j'ai envoyé une copie à mon avocate avec un seul mot dans la ligne d'objet, assurance. Ensuite, je suis resté assise là pendant un long moment, tapotant mon stylo contre la table. J'aurais pu rendre tout cela public à ce moment-là, laisser le monde voir chaque détail sordide, mais cela leur aurait donné une cible contre laquelle se rallier. Non, je les voulais déséquilibrer. Je voulais qu'ils devinent. Alors, j'ai pris une seule capture d'écran d'un des fils de discussion, une ligne où ma sœur avait écrit « Elle n'aura jamais le cran de nous combattre ». Je l'ai recadré de manière serrée pour qu'aucun autre contexte n'apparaisse, et je l'ai jointe à un court message. « Tu veux expliquer ça avant que je ne le fasse ?» Je l'ai envoyé sur son téléphone personnel et j'ai posé le mien face vers le bas sur la table. Quand je suis finalement allé me coucher, l'appartement était sombre et calme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde tout de suite. Mais à 2:00 du matin, mon téléphone s'est allumé. 5 longs paragraphes débordant d'excuses, de contradictions et d'une panique totale. Et entre les lignes, elle confirmait plus qu'elle ne le réalisait. Sa réponse est arrivée à 2:00 du matin. 5 paragraphes de panique qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Au matin, le soleil traversait mes stores, mais j'étais déjà à mon bureau avec un café dans une main et mon ordinateur portable ouvert. J'ai relu son message, lentement cette fois, en marquant les passages où ses excuses se transformaient en aveux. Elle ne pouvait même pas garder sa propre histoire cohérente, blâmant papa dans un souffle, puis prétendant que ce n'était que des affaires dans le suivant. J'ai pris des captures d'écran, en étiquetant soigneusement chacune avant de les envoyer à mon avocate. Je ne me suis pas précipité. Je voulais qu'elle et mes parents marinent dans leurs propres mots un peu plus longtemps. En fin de matinée, j'étais passé à la table de la cuisine, feuilletant la pile de notes que j'avais tirée de la clé USB. J'avais à peine terminé ma deuxième tasse quand mon téléphone a vibré. Une alerte d'une application d'actualité à laquelle je n'étais même pas abonné. Dernière minute. Des sources proches du dossier révèlent une fracture interne au sein d'une importante entreprise familiale. Je l'ai ouverte. Ils étaient là. Des extraits des mêmes documents que j'avais lus la nuit dernière, soigneusement expurgés pour protéger certains détails, mais tout aussi accablants. Des virements bancaires, des notes de réunion avec mon nom effacé, des lignes de fil de discussion qui reflétaient ce que j'avais en entier. La signature appartenait à un journaliste connu pour ses sources irréprochables. Je n'ai pas eu besoin de me demander qui avait divulgué l'information. Les sources du producteur travaillaient plus vite que je ne l'avais imaginé. En moins d'une heure, mon téléphone s'est mis à s'illuminer. Des amis, d'anciens collègues, et même un cousin éloigné à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le nom de ma sœur était en tendance au niveau local, juste à côté de celui de mon père. Les citations dans l'article étaient assez tranchantes pour couper du verre, et chacune d'elles était ancrée avec suffisamment de preuves pour que les nier carrément les ferait paraître encore pires. Vers midi, j'ai allumé la télévision. Un présentateur du journal local parlait sur des images de mes parents à un gala de charité au printemps dernier, souriant pour les caméras. Le gros titre qui défilait en dessous disait « L'entreprise familiale sous surveillance au milieu d'allégations de mauvaise gestion ». J'ai coupé le son et j'ai juste regardé leur visage sur l'écran. L'assurance avait l'air fragile maintenant. Au milieu de l'après-midi, le chaos s'était propagé dans l'entreprise elle-même. Un ancien collègue m'a envoyé un SMS, les gens perdent la tête dans la salle du conseil d'administration. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Puis la vidéo est arrivée. Quelqu'un à l'intérieur avait filmé papa lors d'une réunion privée il y a des semaines, adossé à sa chaise, disant « Nous avons dû la pousser dehors pour garder le contrôle dans la famille ». La façon dont il a dit famille montrait clairement qu'il ne parlait pas de moi. Je l'ai regardé 2 fois. La qualité du son n'était pas parfaite, mais ce n'était pas nécessaire. Le mal était fait. Le soir venu, de nouvelles fuites apparaissaient de l'intérieur de l'entreprise. Des emails, des changements de politique, et même des notes budgétaires montrant que ma sœur avait approuvé des dépenses qu'elle avait ensuite nié avoir signées. Je suis restée silencieuse, laissant la tempête se former d'elle-même. Parfois, la meilleure stratégie est de rester immobile et de regarder vos adversaires s'épuiser. Juste après 9:00, mon téléphone a sonné.
L'identification de l'appelant indiquait maison, l'ancien numéro de téléphone fixe que mes parents avaient gardé pendant des décennies. J'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale, mais la curiosité l'a emporté. La voix de papa est venue la première, mesurée, comme s'il essayait trop fort de paraître calme. « Nous devons parler », a-t-il dit. Pas par téléphone, en personne. Maman est intervenue, le ton plus vif. C'est allé assez loin. Nous pouvons trouver un arrangement si tu es prête à être raisonnable. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour les faire bouger sur leur siège, où qu'ils soient. Je vous écoute, ai-je finalement dit. Ils ont exposé des idées vagues, réglé les choses tranquillement, évité plus d'embarras. Pas un mot sur la façon de réparer les choses. Pas une seule excuse. Quand ils ont fait une pause, attendant que je sois d'accord, j'ai gardé ma voix ferme. Si nous nous rencontrons, ce sera à mes conditions, dans le bureau de mon avocate. C'est le seul endroit où cette conversation aura lieu. Papa a expiré fort, comme si je venais de lui dire que son chèque avait été refusé. Maman a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais j'ai saisi le mot ingrate. Je demanderai à mon avocate de vous contacter, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Je l'ai posé, le calme envahissant à nouveau la pièce. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que l'équilibre changeait. Je leur ai dit que je les rencontrerais à mes conditions, dans le bureau de mon avocate. Ils ont détesté cela encore plus que les gros titres. Une semaine plus tard, je suis sorti de l'ascenseur dans le hall de l'étage 27, le bourdonnement de la ville étouffé par d'épais murs de verre. Le réceptionniste m'a fait un signe de tête poli avant de me conduire à la salle de conférence. À travers la porte vitrée, je pouvais déjà les voir. Maman avec ses boucles d'oreilles en perles, papa les bras croisés, et ma sœur jouant nerveusement avec son téléphone. Leur visage était tendu, comme s'ils s'étaient entraînés à présenter un front uni mais avaient fini par s'essouffler. Mon avocat Marc s'est levé quand je suis entré. « Isoria » a-t-il dit en désignant le siège à sa droite. J'ai posé mon sac, j'ai pris mon temps pour m'asseoir et j'ai ouvert le dossier relié en cuir que j'avais apporté. L'air dans la pièce semblait avoir un poids. Marc n'a pas perdu de temps. Nous sommes ici pour régler cela d'une manière qui évite d'autres dommages pour tout le monde. Voici les conditions. Sa voix était calme, brève, le genre de ton qui n'invite pas au débat. Il a fait glisser un document de l'autre côté de la table. 1. Vous transférez toutes les parts restantes de l'entreprise à ma cliente, avec effet immédiat. 2. Vous publiez une déclaration publique conjointe pour blanchir son nom. 3. Le remboursement des fonds en question documenté ici dans les 60 jours. Papa s'est penché en avant, les jointures blanches. C'est du vol, a-t-il dit. Nous avons construit cette entreprise ensemble. Non, ai-je dit d'un ton égal. J'ai construit ma part pendant que vous m'en effaciez. C'est une correction, pas un vol. Maman a eu un rire fin, le genre qu'elle utilisait lors des déjeuners du country club. Tu es toujours notre fille. Nous ne sommes pas obligés d'être ennemis. Elle a cherché un sentiment oublié depuis longtemps. Tu te souviens de l'été à la maison du lac? Toi et ta sœur. Arrêtez. Ma voix a coupé la sienne. Vous pouvez énumérer chaque pique-nique et chaque matin de Noël, mais rien de tout cela n'efface ce que vous avez fait dans la salle du conseil ou les mensonges que vous avez dit pour me tenir à l'écart. Ma sœur a finalement pris la parole. Nous voulions juste l'unité. Nous essayions de protéger le nom de la famille. En jetant le mien à la poubelle, ai-je demandé. Vous n'avez pas protégé la famille. Vous avez protégé votre contrôle. Pendant un moment, personne n'a bougé. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul son. Marc s'est raclé la gorge. Le choix est simple. Signer ou nous poursuivons les actions en justice en cours et la presse recevra le reste de ce que nous avons. Ils se sont regardés, cet échange silencieux de personnes qui se savent acculer. Papa a attrapé le stylo en premier, sa signature rapide et dure comme s'il voulait en finir. Maman a hésité mais a suivi. La main de ma sœur tremblait quand elle a signé, ses yeux fixés sur la table. Personne n'a dit « Je suis désolé ». Je n'en avais pas besoin. Marc a rassemblé les documents, les a glissés dans un dossier estampillé complet, et l'a verrouillé dans sa mallette. Nous nous occuperons du reste, m'a-t-il dit doucement. Je me suis levé, repoussant ma chaise avec un soin délibéré. Nous avons terminé ici.
dehors, la lumière de la fin d'après-midi commençait déjà à s'estomper. Je ne me suis pas précipité chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit le long de la côte, vitres baissées, l'air salin dissipant la dernière des tensions. Au moment où je me suis garé dans mon allée, le ciel avait pris une couleur orange profond et éclatant. J'ai enlevé mes chaussures à la porte et j'ai marché directement jusqu'à la terrasse. L'océan s'étendait devant moi, infini et constant, les vagues captant le dernier or du jour. Je me suis assise, laissant le bois sous mes pieds nus me réchauffer. Pour la première fois depuis longtemps, je ne repassais pas leurs mots en boucle ni ne planifiais mon prochain mouvement. Les papiers étaient signés. La part m'appartenait. La vérité était publique. Il m'avait pris des années, mais il n'avait jamais pris ma volonté. J'ai pensé à la façon dont leur monde allait leur sembler petit maintenant. Étriqué, surveillé, plein des ombres qu'ils avaient eux-mêmes créées. Le mien était grand ouvert. L'horizon s'estompe là où la mer rencontre le ciel et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de regarder en arrière. C'est ici que mon histoire se termine. Mais peut-être que la vôtre commence.